Bonjour à tous, c'est Elodie et le Tulipe sur Instagram et sur Ravelry et je suis ravie de vous retrouver pour le 24e épisode de mon podcast créatif dédié majoritairement au tricot et parfois à d'autres loisirs créatifs. Aujourd'hui il y aura de la broderie et de la couture, waouh! J'espère que vous allez tous bien. Ici, donc on est lundi 14 décembre et c'est mon dernier jour de chômage partiel. Demain je retourne au gymnase, oui, même si c'est que pour une semaine, c'est déjà super. Donc je suis ravie. Les news, j'ai été un peu malade là, la semaine qui est passée. Là je suis en fin de bonne crève et je me suis fait tester et c'était juste un rhume, pas de soucis, heureusement. Mais sinon ça va, j'ai retrouvé un petit peu le moral parce que j'avoue que j'avais un peu le moral dans les chaussettes à force de tourner en rond à la maison. Mais voilà, à part ça, tout va bien. J'espère que pour vous aussi, que les fêtes se préparent dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Au sommaire de cet épisode, donc avant toute chose, il y aura une petite partie discussion parce qu'il y a deux sujets que j'aimerais aborder aujourd'hui. Ensuite, une partie tricot avec un projet terminé, 3 en cours et une nouveauté dans le stage. Une partie broderie avec un projet terminé et un en cours. Une partie couture avec 5 projets cousus. Enfin 4 et demi à vrai dire, hein. Ne nous emballons pas. Et puis bon, c'est que du simple et rapide comme d'habitude quoi. Et enfin, pour les courageux qui auront tenu jusqu'au bout de cet épisode, il y aura un petit bonus. Au dernier épisode, je vous avais inséré à la fin une petite balade en bord de Seine, donc pas loin de chez moi. On était donc au début du confinement et enfin la balade s'est faite avant, c'était pendant les vacances scolaires, mais quand j'ai posté le dernier épisode, on était confinés, du coup je trouvais que c'était assez sympa de s'évader un petit peu, de prendre l'air virtuellement. Cette fois, ce ne sera pas une balade, ce sera un bonus pâtisserie puisque je vous ai filmé une petite recette. Voilà, et ce sera une recette de crumble pomme amande. Donc j'espère que ça vous plaira, on verra bien. Voilà. Ce que je porte avant de commencer, donc je porte mon pull Lady Empoisonnée, c'est ce pull à torsade partout, même derrière. Oula. Donc ce pull à torsade de Magdalena Triple L de Mag que j'avais testé pour elle il y a quelques mois et que j'ai tricoté en laine de La Féfile, c'est son Merino Superwash classique en fingering et le coloris c'est vert de grisaille. Alors avant de commencer l'épisode de podcast réel, parler de tricot, de couture, de broderie, j'ai 2 points à aborder aujourd'hui. Donc le premier point c'est la monétisation de cette chaîne YouTube. Donc suite au dernier épisode, j'ai publié mon épisode et quelques jours après j'ai annoncé donc, sur un post YouTube que je monétisais ma chaîne. Pourquoi? Déjà, pourquoi? Non, d'abord, qu'est-ce que c'est que la monétisation? Donc en fait, la monétisation d'une chaîne YouTube, c'est le fait de recevoir une rémunération, c'est un bien grand mot, hein, mais une rémunération par des annonces publicitaires qui vont être mises soit avant, soit pendant, soit après, sous différentes formes en fait, sur les vidéos que je mets en ligne sur YouTube. Donc on peut activer, en fait il y a certains paramètres qu'on peut modifier, qu'on peut activer ou désactiver comme on le souhaite. Il y a certains paramètres qui sont bloqués d'office. Donc pour ma part j'ai activé uniquement les annonces publicitaires en début d'épisode, donc avant le début de l'épisode, et les annonces qu'on peut désactiver au bout de quelques secondes. Enfin qu'on peut passer en fait. C'est-à-dire que si vous laissez défiler, il me semble qu'il y a 2 annonces publicitaires, ça doit prendre une vingtaine de secondes je crois. Et sinon, la première annonce se lance et au bout de 3 secondes, vous pouvez cliquer sur passer les annonces et l'épisode démarre directement. Donc voilà. Il y a aussi la possibilité de mettre des annonces publicitaires en cours d'épisode, mais ça je ne voulais pas parce que je trouve ça assez désagréable en plein milieu d'une vidéo, on ne sait jamais trop quand est-ce que ça va être coupé.
Et une fois j'étais tombée sur un épisode comme ça et il y en avait pas mal des coupures et ça m'avait vraiment gênée. Pourquoi j'ai pris cette décision? Donc il y a deux choses. Premièrement, moi les vidéos que je regarde, quasiment toutes sont sur des chaînes monétisées et c'est pas quelque chose qui me dérange. Je regarde aussi la télévision, les chaînes nationales, je regarde des émissions de télé où on est sans arrêt coupé par des pubs. Alors ça me gêne un peu quand il y a trop de pubs, mais là ce sera pas le cas sur cette chaîne. Mais voilà, enfin, je pense qu'on est habitué à avoir des pubs et que c'est pas très très grave d'avoir une pub au lancement d'une vidéo. Euh, Ce qui s'est passé en fait, c'est que donc j'ai pas pu en parler au dernier épisode parce que j'avais pas pris cette décision au dernier épisode quand j'ai enregistré l'épisode. Mais après l'enregistrement, il y a eu le montage. Au moment du montage, ça m'a pris en fait une journée entière et c'est pas la première fois. Mais là, ça a été particulièrement catastrophique parce que j'ai voulu insérer la petite vidéo de notre balade en bord de Seine, la vidéo, les petits bouts de vidéo que j'ai montés sur tout le tricot du pull Daisies, de la box Jacquard de Heidi et Magdalena. Et en fait, tous ces petits bouts de vidéo sur lesquels je devais parfois rajouter de la musique, parfois mettre en accéléré, parfois pas de musique, parfois je laissais le son tel quel. En fait, ça faisait beaucoup de manipulation, beaucoup de montage. Et alors j'ai deux logiciels ou applications de montage que j'utilise, et notamment celui qui me sert à faire les petites transitions ou enfin voilà, quand je marque projet terminé ou couture, machin, tout ça, ça bug sans arrêt. Et en fait, je voulais celui-là parce que j'aimais bien la façon dont c'était écrit, tout ça, etc. C'est ce que j'ai trouvé de plus simple et de plus accessible gratuitement. Accessible en termes de prise en main, c'est hyper facile, quoi. Et c'était gratuit, du coup j'utilisais ça. Le problème, c'est que en fait, une fois sur deux, ça plante en plein milieu du montage. Donc je suis en train d'écrire mon texte et de cliquer pour ajouter ma musique et paf, ça saute. Et donc je recommence à zéro, j'importe mon petit bout de vidéo, je réécris mon texte, je sélectionne la police que je veux et paf, ça coupe, et etc. etc. Et là je me suis vu recommencer ces petits bouts mais 3 fois, 4 fois, 5 fois, enfin vraiment j'en pouvais plus. Et là je me suis dit qu'il fallait que j'investisse dans un logiciel de montage. Le truc c'est que je vais acheter un logiciel de montage, ok, mais je ne l'utiliserai que pour le podcast. J'en aurais pas l'utilité dans ma vie autre, dans ma vie de tous les jours. Ça me servira vraiment que au podcast. Et à un moment, je me dis, je sais pas combien ça va coûter, un abonnement, enfin, je sais pas, soit je prends un logiciel, vraiment un CD, tout ça, je sais pas combien ça coûte, ou un abonnement que je dois renouveler tous les ans, enfin, si c'est 20, 30, 40, j'en sais rien, je n'ai aucune idée, j'ai pas regardé. Mais quoi qu'il en soit, j'ai pas envie que ça sorte de ma poche parce que c'est quelque chose qui serait dédié uniquement au podcast. Et il y a cette façon de gagner, entre guillemets, un petit peu d'argent qui est très simple et qui est pas, je trouve, pas très contraignante, de monétiser la chaîne. Voilà. Donc pour moi, ça changera rien en fait pour vous. Enfin, je veux dire, on ne demande pas aux abonnés de payer pour regarder. En fait, c'est juste ces petites annonces publicitaires en début de vidéo qui peuvent, oui, être un peu pénibles, mais bon, grosso modo, ça dure quand même que quelques secondes. Enfin, moi, en principe, je laisse les annonces, je passe pas au bout de 3 secondes, je les laisse et j'en profite pour aller me chercher un truc à grignoter ou un thé ou récupérer mon tricot qui traîne par-ci par-là. Enfin, voilà quoi. C'est pas hyper contraignant. Donc, voilà. J'ai toujours entendu dire que les revenus générés de cette façon sont vraiment pas énormes, hein. Alors, j'ai pas trop d'idée de ce que c'est pas énorme, parce que pas énorme pour certains, ça peut être beaucoup pour d'autres, donc c'est toujours subjectif. Pour l'instant, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai lancé ça donc il y a à peu près un mois. Pour l'instant, j'ai pas de recul dessus, donc je peux pas trop vous dire. Mais voilà. Donc ça, c'est pour la partie monétisation. Autre sujet que j'aimerais aborder, c'est le sujet des partenariats. Parce que suite au dernier épisode, j'ai eu une question qui m'a été posée, de savoir si le pull Daisies, donc la box faite par Heidi et Triple L de Mag,
si en fait c'était un partenariat et si j'étais sponsorisée pour vous la présenter ou si je l'avais eu, enfin bref. On m'a posé cette question là. Je pense que cette question est venue du fait que j'ai fait quelque chose de différent de ce que je fais d'habitude, le fait de filmer le projet sur sa globalité. Donc ce n'était pas un partenariat du tout. Moi j'ai même pas la box entière en fait, hein. J'ai eu une réduction sur la laine, mais ça c'est quelque chose qui se fait assez fréquemment quand on teste avec la laine prévue pour le modèle, quand c'est un partenariat entre la créatrice et la teinturière. Donc dans ce cas-là, souvent la teinturière propose une réduction sur la laine si on veut le réaliser dans cette même laine. Et parfois, là pour le coup, c'était une contrainte de tester la box, enfin le patron qui est inclus dans la box, avec les laines de la box. Parce que le but, c'était d'avoir un panel représentatif de différents combos de couleurs que Heidi proposait. Donc, comme le fait de tester ce pull devait obligatoirement se faire avec la laine de la teinturière, elle nous a proposé une réduction sur la laine. Mais c'est tout. J'ai pas la box, je ne l'ai pas eu gratuitement. D'ailleurs, je n'ai pas la box, je l'ai déjà dit 50 fois. Là, je viens de recevoir aujourd'hui le petit livret qui est inclus dans la box et un petit anneau marqueur. Donc ça, je suis hyper contente. Ça me fait très plaisir. Mais c'est tout. Je n'ai pas pensé à préciser que c'était pas un partenariat. Je n'y pense. En fait, je préciserai jamais que c'est pas un partenariat parce que pour moi, un partenariat, ça doit être dit en fait. Enfin, il n'y a pas de raison que je le cache. Donc si je ne dis rien, c'est que ça n'en est pas. Si on m'offre quelque chose, je le dis, toujours. Ou alors, ça serait un oubli, et ça peut arriver. Mais j'ai rien à cacher. Donc voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui est une laine qu'on m'a envoyée, qu'on m'a offerte, que la marque m'a offerte. Je le dirai, je comptais le dire et je n'attends pas qu'on me demande, qu'on me pose ces questions-là pour le dire. Voilà, donc j'espère que ça, ça vous rassure, entre guillemets. Je peux comprendre que si c'est une marque qui nous offre quelque chose, peut-être vous pouvez vous dire qu'on n'est pas tout à fait objectif sur le cadeau en question. Pour ma part, je donne toujours mon avis. Je pense en toute objectivité. Après, faut pas oublier que on parle souvent, très souvent, de toutes petites marques en fait, de personnes qui sont toutes seules derrière leur marque. On parle pas de, enfin, je sais pas comment dire ça très clairement. Je vais pas aller dire du mal volontairement d'une marque, d'une petite marque, d'une teinturière qui se bat pour faire vivre sa marque, d'une créatrice de patron qui est toute seule chez elle en train de créer ses petits patrons et qui a envie en fait. Je vais pas aller volontairement dire du mal d'une personne comme ça. Une grosse marque qui fait des bénéfices de dingue, franchement j'en ai rien à faire. Mais là on parle d'artisans en fait, de petits créateurs qu'il faut à mon sens plutôt soutenir que enfoncer. Voilà. Après, si je suis pas contente d'une laine, ça m'est arrivé d'avoir quelque chose qui m'a un peu déçue, ça m'est déjà arrivé, je le dis. Souvent, d'ailleurs, je préfère le dire directement à la personne que là, comme ça, publiquement sur YouTube, mais j'ai déjà dit des choses, je suis un peu déçue de ci, de ça. Ça peut arriver, mais je vais pas... en fait, je vais moins en parler que si je suis hyper contente de quelque chose. Oui, là, s'il y a une laine que j'ai adorée, oui, je vais beaucoup en parler et je vais en faire un peu la promotion, la pub. Et c'est moi qui le veux. C'est pas la marque qui me demande, en fait. Voilà. Bref, j'ai conscience que j'ai beaucoup trop parlé, je suis désolée, et on va pouvoir attaquer tout de suite avec la partie tricot. Alors en tricot, j'ai un projet terminé. C'était des chaussettes en test. Et ces chaussettes vont sortir demain, mais quand vous verrez la vidéo, ce sera déjà sorti. Alors, ces chaussettes, je vous montre d'abord la laine que j'ai utilisée. Ça, je vous l'avais déjà montré, hein, la laine. C'est donc de la laine de l'écheveau solidaire. Dans sa base Strong and Shiny. Donc c'est Merino Nylon Stellina et c'est Voir la vie en rose. Voilà. Je
sais pas si vous voyez le stellina, c'est pas toujours simple. Voilà, donc un joli rose un peu éteint, c'est pas un rose peps, hein. Voilà. Et donc j'ai tricoté les chaussettes Adélie Socks de Caroline, donc qui est son nom de créatrice, c'est Mes Flocons de Laine sur Instagram et sur Ravelry. Et donc elle a créé toute une collection de chaussettes qu'elle a rassemblées dans une collection qu'elle appelle Clin d'œil. Et cette collection, en fait, donc Caroline, c'est quelqu'un qui teste beaucoup de patrons pour plein de créatrices de patrons, voilà, que vous connaissez tous, Atelier Émilie, enfin, il y en a plein, quoi. Et en fait, elle a créé plusieurs modèles de chaussettes, je crois qu'il y en a 5, et à chaque fois, en fait, elle a mis un élément qui, pour elle, rappelait une créatrice pour laquelle elle avait déjà testé des patrons. Donc en l'occurrence, les Adélie, elles sont caractérisées par ce motif sur le devant. Donc, là, c'est encadré des deux côtés avec cette petite maille comme ça, là. Et ces côtes particulières. Donc c'est un modèle qui se commence par la pointe. Donc c'est en two-up, de la pointe vers la cheville. Et qu'on commence par là avec un Judy's Magic Caston. On fait des augmentations ici. Et donc ensuite on a du jersey sur le dessous et le motif sur le dessus. Donc le motif central est expliqué sous forme de diagramme et le petit point particulier qui l'encadre, c'est une explication écrite. Voilà, donc on fait toute cette partie-là et puis on arrive au-dessous du pied qui s'appelle le gousset, où on élargit un peu en fait en faisant des augmentations sur le côté ici. Voilà. Hop, après on a une petite manipulation ici pour créer un petit talonnet là, puis un talon renforcé. Voilà. Hop, mon talon renforcé. Et enfin, on continue la tige avec toujours ce même motif devant et du jersey derrière. Puis les côtes avec, donc c'est le même motif que celui-ci, dans la continuité, là, dans le prolongement. Et on rabat de façon élastique. Donc moi, c'est pas la méthode que je préfère, hein, de la pointe vers la cheville. Je suis plus à l'aise dans l'autre sens. Mais là, ça s'est bien passé. J'avais, comme j'ai pas fini ma dernière paire de chaussettes, qui se faisait aussi de cette façon-là, là, de la pointe vers la cheville, j'ai racheté une paire d'aiguilles en 2,25, parce que donc moi les chaussettes je les tricote en 2,25. Et j'ai fait la taille où on a 60 mailles au niveau du pied, du pied là et de la tige. Et donc j'ai racheté des Xiaogu. Voilà, donc je les tricote en Magic Loop, hein, c'est un câble de 80 et donc des pointes de 2,25. Et je suis quand même plus à l'aise avec ce câble là Xiaobu qu'avec mes autres aiguilles. Je sais plus, je crois que c'est des Knit Pro les autres. Voilà, donc tout s'est très bien passé. J'ai utilisé pour mes deux chaussettes en tout, je crois, 60 grammes de laine, sachant que moi j'ai rallongé la tige puisque normalement la chaussette devait s'arrêter à peu près ici, je crois. Voilà, donc j'ai rallongé un petit peu parce que je préfère comme ça. Au niveau de la méthode pour rabattre, donc dans le patron il est préconisé de faire la méthode où on fait un jeté. En fait on rabat les mailles comme elles se présentent en faisant un jeté à chaque fois entre chaque maille et en rabattant le jeté avec la maille qu'on fait passer par dessus l'autre. Donc ça m'a donné ça. Et en fait j'aime pas trop, visuellement j'aime pas trop moi. Et en plus, je trouve que ça... Alors, c'est élastique, hein, mais je trouve que même comme ça, en fait, c'est trop... Enfin, ça élargit un peu comme ça. Et en fait, comme ce petit motif, là, ce petit point, il fait qu'il y a... c'est pas une alternance comme des côtes classiques, mailles endroit, le même nombre de mailles endroit et de mailles envers. Voilà, c'est une alternance un peu différente. Mais j'ai adapté en fait la méthode de rabattage que j'avais fait pour mon gilet Ariane. Donc c'est le gilet de Lucille Atelier Design.
Et c'est une méthode assez particulière où on contrarie en fait les mailles. Une maille en droit, en fait, on va la tricoter à l'envers. Et puis on va la manipuler en la faisant passer d'une aiguille à l'autre et en mettant le fil soit devant, soit derrière, justement. Et donc là, je l'ai adapté pour, voilà, pour coller au nombre de mailles en droit, parce que là, je passe pas d'une maille en droit à une maille envers, une maille en droit, une maille envers, donc ça donne pas tout à fait le même résultat. Mais je préfère, en fait. Je trouve ça plus joli. Voilà. Et au niveau élasticité, il y en a un petit peu moins d'élasticité. Et je dois dire que je force un tout petit peu pour cette chaussette-là. Pour l'enfiler, voilà, je trouve pas mes mots. Mais ça me convient comme ça. Moi, j'aime bien quand ça tient quand même. J'aime pas trop, justement. Là, je trouve que c'est un peu lâche pour moi. Donc voilà mes petites chaussettes et donc ce motif, alors le point qu'on voit ici là qui encadre le motif du dessus du pied, il est très simple à faire, hein. Ça c'est un point que j'adore, vraiment que j'adore et que j'avais déjà fait dans un autre modèle. Alors celui-ci il s'est pas fait exactement de la même façon que je l'avais fait moi avant dans un autre modèle, mais bon c'est le même principe quoi. Et là donc on a quelques petites torsades et une petite dentelle, très simple. Torsade, il faut juste c'est croiser 2 mailles sur 2 mailles. Et la dentelle, c'est à base de jeter et 2 mailles ensemble ou SSK et jeter. Donc rien de particulier. Au niveau du talon, donc ça c'est une méthode que j'avais jamais fait, là, le petit carré pour le talon. C'est bien expliqué, j'ai pas eu de difficultés, hein. Honnêtement, tout s'est bien passé pendant ce test et pourtant je suis vraiment pas une experte en chaussettes. Ça, c'est mon unique projet terminé. Donc bon, voilà. Ensuite, les encours. Alors, j'ai 3 encours que je tricote réellement en ce moment. J'en ai 3 autres qui sont complètement endormis. Bon, bref, c'est pas très grave, hein, mais j'avoue que là, ça m'embête un peu de les laisser dormir comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc premier en cours, alors celui-là je ne vais pas vous en parler longtemps, c'est un test que je fais pour Magdalena, donc c'est son Lady H, Lady Hercule, qui est normalement un gilet et que moi je fais en pull. Donc ce que vous voyez devant là, normalement dans le gilet ça se trouvera dans le dos, moi le dos est en jersey uniquement. Et dans le gilet, en fait, c'est coupé ici avec des pattes de boutonnage, ce qui fait qu'on a le rappel de ce motif le long des pattes de boutonnage. Voilà, et donc bah, j'ai fini le corps, fini une manche, et je suis sur la deuxième, et j'ai sorti mon petit anneau marqueur de Noël, histoire de me faire plaisir. Voilà, je vais pas vous en parler plus, en tout cas au niveau construction. Je vous remontre juste la laine que j'utilise, c'est Monsieur dans les nuages, c'est la laine de Yardeline. Donc c'est un beige, tout simple. Et c'est sa base aussi toute simple, 100% Merino Superwash, fingering 400 mètres au 100 grammes. Monsieur dans les nuages. Voilà. Donc bah ça c'est bientôt fini et heureusement que c'est bientôt fini parce que le patron sort samedi. Donc vous le verrez vraiment terminé tout prochainement. Voilà, première en cours, deuxième en cours. C'est un test secret, donc je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Je vais juste vous montrer un petit bout parce que j'ai envie de vous montrer quelque chose. Donc, c'est un châle que je teste. Alors, le modèle, entre guillemets, enfin le visuel du châle n'est pas spécialement secret, mais c'est le contexte qui est secret. Voilà, ce que je voulais vous montrer par rapport à ce châle, c'est ce que rendait la laine de Arcoiris Yarn coloris Capside. Donc c'est sur sa base d'Obi, c'est une base chaussette avec donc Superwash, Merino Superwash et nylon en fingering. Et donc ce coloris, il a été créé spécifiquement pour la boutique, pour la mercerie, sur un fil à Orsay. Et donc il est vendu en boutique sur place, là, en boutique physique, et sur le site internet. Mais vous ne pouvez pas l'acheter directement sur la boutique Etsy de Ludivine, Arcoiris Yarn. Voilà, et donc ce que je voulais montrer,
c'est ce que ça rend tricoté, parce que je le trouve trop beau ce coloris. Franchement, mais j'en suis dingue. Et honnêtement, il n'est pas impossible que je m'achète une quantité de pulls. Parce que franchement, mais c'est tellement beau. Les speckles, ils sont bien répartis, c'est trop joli, j'adore. Enfin, franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Et là, j'en suis au moment où j'insère ma deuxième couleur. Alors là, forcément, vous n'allez pas bien voir. Et donc, ma deuxième couleur, c'est une teinture maison. Ma toute première teinture maison, c'est ce bleu. Bleu, je sais pas, moi je suis nulle pour décrire. Mais bon, bref, je vous en avais parlé la dernière fois. Et donc, ça vient d'une box teinture Lily Neige. Je vous remonte vite fait l'étiquette. Lily Neige, et donc c'est du Merino Superwash en fingering, tout classique. Et donc c'est teint avec des greener shades. Voilà, c'est tout pour ce châle, je n'en parle pas plus. Enfin voilà, je vous en parlerai quand il sortira. Peut-être sûrement au prochain épisode, en janvier. Et troisième en cours, donc là, c'est ce dont je vous parlais la dernière fois. Je vous avais dit que c'était un projet qui allait très vite arriver sur mes aiguilles. Et effectivement, il est arrivé. C'est mon pull Lighthouse Pullover de Carrie Bostic Hodge que je fais dans une laine Peace and Wool. Alors, j'ai une toute petite étiquette, c'est ça. Oh là, c'est tout flou. Je vais le mettre devant moi. Donc, c'est la laine Peace and Wool, laine numéro 4. C'est yak et mérinos, 50% yak, 50 mérinos, non teint et cardé. Donc, cardé, ça a toute son importance parce que ça picote. Mais c'est pas grave, ça ira quand même. Je mettrai un t-shirt en dessous. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Oui, donc je vous en ai pas mal parlé hein, à mon épisode précédent, donc j'ai pas tout ressorti. En fait, le Lighthouse, donc c'est un pull en bottom-up, c'est-à-dire qui se commence par le bas et qui remonte jusqu'au cou là. Et il y aura un yoke en jacquard ici avec 3 couleurs contrastantes et 2 des couleurs contrastantes ont été teintes par moi-même sur cette laine là. En fait, j'ai divisé une pelote en 2 pour faire une toute petite quantité de chaque. Et la dernière couleur contrastante, ce sera un écru de chez Fonty en base tartan 3. Puisque forcément, comme la couleur naturelle du yak est grise, je ne pouvais pas avoir quelque chose de plus clair. Voilà pour ce pull. Alors, donc c'est tout pour les encours. Et là, je voulais vous parler d'une nouveauté qui est arrivée dans mon stash. Et là, on va parler partenariat, justement. Donc d'abord, je vous montre. Voilà. J'ai reçu ces 3 écheveaux. Donc, qui viennent de chez Lily sur un fil. Donc la teinturière, c'est Lydie. Elle a créé sa marque il y a très peu de temps. Et elle m'a offert donc ces 3 écheveaux de Lil Sock coloris aubergine. Donc Lil Sock, comme son nom l'indique, c'est une laine à chaussettes. Donc 75% mérinos, superwash, 25% nylon. Il y a 425 mètres au 100 grammes. Et donc le coloris aubergine, alors la luminosité est pas top aujourd'hui, mais c'est plus foncé que ce que vous voyez là. Après, je sais pas, enfin là c'est le retour que j'ai, donc sur l'écran, je sais pas. C'est pas trop mal quand même hein, comme coloris, donc c'est un violet foncé. Coloris que j'ai choisi en fait. Donc elle m'a contactée. Donc comment ça s'est passé? En fait, Lydie, il y a quelques temps, quelques mois je crois, je me souviens plus très bien. Donc moi c'est un compte Instagram que je suivais. Et un jour, boum, c'est tombé. Alors, je ne vais pas couper au montage. Ça c'est pour montrer à certaines personnes que c'est pas toujours tout carré, tout bien organisé et tout et tout. Je fais tomber des choses, je bafouille, je dis des et tout, et je ne coupe pas tout. Bref, je vais ramasser. Alors, ce que j'étais en train de dire, donc Lily sur un fil, c'est un compte Instagram que je suivais déjà. Et il y a quelques mois, donc elle faisait des teintures voilà, pour elle.
Et il y a quelques mois, elle a voulu lancer son activité de teinturière réellement, ouvrir un site internet, etc. Et pour ça, elle a partagé donc sur son compte ou en story, je sais plus exactement, un sondage, un questionnaire en fait pour connaître les habitudes des tricoteuses, je me souviens plus ce qu'il y avait dans le questionnaire, mais en gros c'est connaître vraiment les habitudes des tricoteuses pour coller au plus près de ce que les gens ont envie de trouver dans une boutique internet de laine teinte-main. Concrètement c'est ça. Et donc moi j'avais vu passer ça, et puis je dirais un petit questionnaire comme ça de 5 minutes, voilà, c'est facile de prendre 5 minutes pour répondre à ce genre de questionnaire, et ça peut vraiment aider la personne. Donc j'avais partagé en story, pour voilà, faire connaître déjà son compte, et le fait qu'elle allait probablement se lancer dans la teinture, dans une boutique de teinture. Et il y a quelques temps, pour me remercier, elle m'a contactée et elle m'a proposé de m'envoyer ce que je voulais. Donc j'ai été complètement libre de choisir la quantité que je voulais, la base que je voulais, le coloris que je voulais. Et donc premièrement, c'était une façon de me remercier d'avoir partagé son étude de marché. Voilà. Deuxièmement, elle voudrait évidemment que je lui fasse un retour sur sa laine, vu que c'est une toute nouvelle teinturière, donc c'est intéressant d'avoir des retours. Donc ça, je le ferai dès que je l'aurai mise sur mes aiguilles. Et si j'ai envie, et il n'y a aucune obligation, donc si je le fais, c'est que je le veux bien, d'en parler, voilà, de lui faire un petit peu de publicité, puisque c'est quand même ça le but d'un partenariat. Voilà. Et donc je le fais avec plaisir parce que je suis pas du tout déçue de la couleur que j'ai reçue, c'est ce que j'ai vu en photo sur internet, hein, donc pas du tout déçue. Il y avait dans l'envoi un gros sachet de lavande, donc ça sentait hyper bon quand j'ai ouvert, c'était trop agréable. Et j'ai une idée précise de ce que je veux en faire, mais ça nécessite que je parte d'un ou de deux patrons différents et que je fasse pas mal de modifications. En fait, je veux me créer mon truc, mais pas grader moi-même. Je vais partir de quelque chose de connu et prendre un détail d'un autre patron, etc., etc. Donc ça va me demander un petit peu de réflexion. Donc là, comme j'ai des tests en cours, je ne peux pas commencer tout de suite, mais je compte bien commencer l'année 2021 avec cette laine sur mes aiguilles. Voilà, donc ce sera certainement mon Caston du 1er janvier. Donc voilà pour cette laine, et vraiment je suis trop fan de la couleur, mais bon là en ce moment je suis vraiment dans une période violette, donc et d'ailleurs entourée d'un ruban violet, c'est obligé. Voilà, donc Lydie, si tu passes par là, je te remercie encore, et j'espère faire honneur à ta laine qui me plaît énormément. Voilà, la partie tricot est terminée et on va passer à la partie broderie. Alors, en broderie, j'attrape ça. J'ai un projet terminé, mais alors terminé à moitié parce que là vous voyez, on voit encore les traces du cercle, et si j'approche, vous verrez qu'il reste le solufix. Donc, qu'est-ce que c'est que cette broderie qui n'était pas du tout en cours la dernière fois? Donc à savoir, la dernière fois je vous avais dit, j'avais une broderie en cours qui était le modèle de By Joviana, Pourquoi tant de laine? Celle-ci, elle est au dodo. J'y ai pas touché, pour l'instant c'est pas prévu que j'y retouche tout de suite. J'avais commencé ce que vous voyez derrière, que je vais prendre après, ou alors je m'apprêtais à commencer la couronne hivernale, donc du défi de Julie Jolisonge, donc 2 en broderie, et un Armel Dream in Chocolate Designs. Oui Armel, c'était mieux quand il y avait une partie de ton nom qui était en français, quoi. Pense à moi qui n'arrive pas à prononcer en anglais. Bref, non, je rigole. Elle nous a proposé un modèle de broderie, et donc c'est un petit défi qu'on pouvait faire sur une semaine, donc qui s'est terminé hier et qui avait commencé le 9. Donc le 9, c'était quand? Mercredi? J'ai un peu de mal avec les jours et les chiffres en ce moment. Et voilà, donc elle nous a offert cette petite illustration gratuitement pendant la durée du défi. Donc là, le défi est terminé, donc maintenant l'illustration est toujours
présente sur sa page Payhip, mais c'est payant. J'ai l'impression que je me mélange dans ce que je dis, j'arrive même plus à savoir la phrase que j'ai faite. Bref, c'est pas grave. Et donc chaque jour, on a brodé une petite partie et elle nous mettait les explications sur son compte Instagram. Alors, le motif était disponible en 2 tailles. Moi, j'ai pris la taille la plus petite parce que c'est comme ça. Ça va devenir un sac à projet et voilà. Je le sentais bien comme ça. Alors, on a commencé par broder les fanions. Donc les fanions, voilà, ils sont brodés en passé plat, c'est-à-dire qu'on fait des points de... Donc là, c'est du haut vers le bas. Des points lancés du haut vers le bas, côte à côte, comme ça, hop, en essayant de bien les serrer pour qu'il n'y ait pas de trous. Voilà. Le passé plat, moi je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour commencer, pour bien gérer. Et d'ailleurs, je vous conseillerais, parce que mon premier triangle, il est moins bien fait que les autres, si vous le faites, donc là, sur le dessin, en fait, quand on dessine sur le Solufix, il y a juste le dessin, la pointe du triangle. Moi, je vous conseille de faire au moins un trait vertical à l'intérieur du triangle, voire 2 autres traits de part et d'autre, pour essayer de bien faire vos points verticaux, parce qu'on a vite fait de dévier, en fait. Voilà, donc les triangles, les petits fanions au passé plat. Ensuite, on a fait les petits oiseaux. Les oiseaux étaient un petit peu plus longs que le reste à faire. Donc les oiseaux, le contour là en bleu, il est fait au point de tige. Et donc j'ai appris à gérer vraiment les pointes et les changements de direction au point de tige, ce que je faisais toujours un peu à l'arrache. Et là, du coup, au fur et à mesure, c'est de mieux en mieux, donc je suis contente. Ensuite, on a fait les plumes au point lancé. Donc là, avec du fil brillant. C'est la petite touche. Alors moi, j'ai pas pris... En fait, elle avait fait des kits... C'est pas elle qui avait fait des kits, c'est Céline de la mercerie sur un fil à Orsay avait préparé des kits avec le tambour, un morceau de Solufix, je sais pas s'il y avait des aiguilles, une aiguille, je suis pas sûre, et des fils. Donc il y avait 3 couleurs de fils, donc 2 pour les fanions et une couleur pour les oiseaux, plus un fil glitter ou brillant pour faire les plumes. Donc moi j'avais pas pris le kit, mais j'ai pioché évidemment dans mon stock. J'ai pris du moulinet de DMC pour les fanions et pour le contour des oiseaux. Et pour les plumes, j'ai commandé récemment le fil diamant de DMC. Je vais vous montrer ici. Donc le fil diamant, il se présente comme ça, une bobine. DMC, voilà. Alors que jusque là, à chaque fois que j'avais utilisé des fils brillants, j'avais utilisé ça, donc qui est aussi DMC. Et la dernière fois, je vous ai dit le fil étoile, mais c'est pas étoile, c'est le fil métallisé de DMC qui est une plaie à broder. Clairement, après avoir testé ça, je peux confirmer que ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Mais tout à la fin, la dernière étape, c'était le petit fil là qui est tenu par les oiseaux et qui tient les fanions. Et je le sentais pas en gris clair, argenté là, parce que je savais que ça allait pas bien ressortir. Donc je voulais quand même du fil brillant mais plus foncé. Donc j'ai repris celui-là. Et clairement, mais j'ai galéré, puisque c'est un point de chaînette. Je suis pas sûre qu'on voit trop là. C'est brodé au point de chaînette et franchement, mais quelle galère. Donc c'était une étape hyper rapide normalement et moi ça m'a pris 3 plombs. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là ce qu'il me reste à faire c'est mettre ma broderie dans l'eau pour que le Solufix se dissolve. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le Solufix en fait, pour faire un motif de broderie, soit on sait très bien dessiner et on dessine sur son tissu directement avec un stylo, moi j'utilise un stylo friction donc qui s'en va à la chaleur du fer à repasser. Mais moi je ne sais pas dessiner, donc je prends les illustrations gentiment proposées, soit gratuitement lors de petits défis comme ça, soit sur des patrons de broderie vraiment, ou dans des livres, voilà, que je décalque sur du Solufix.
Alors là, on voit pas bien ce que j'ai recoupé autour. Mais normalement, j'avais un carré, enfin un rectangle de Solufix où j'avais dessiné le motif. Et ensuite, en fait, c'est comme un autocollant, quoi. On décolle le papier d'en dessous et on colle son dessin sur le Solufix, là, sur le tissu. Et comme ça bouge plus. Et ce que je fais, en fait, avant de... Et le Solufix, donc, c'est hydrosoluble, donc ça se dissout dans l'eau. Froide, pas besoin qu'elle soit chaude. Hein. Et est-ce que vous allez voir, là, on voit un peu le contour, là. Et en fait, moi, plutôt que de garder le gros rectangle de Solufix et de le mettre dans l'eau, après ça fait une eau toute berk, je coupe autour du motif et comme ça, il reste plus grand chose à se dissoudre dans l'eau. Ça permet que mon eau, elle soit pas immonde. Voilà, voilà. Donc il me reste plus que ça à faire, le mettre dans l'eau et après je pourrai coudre mon petit sac à projet. C'est un projet que j'ai trouvé relativement simple. À part, je vous dis, peut-être les fanions pour débuter, c'est pas l'idéal parce que le passé plat, je trouve qu'il faut quand même une certaine régularité pour que ça rentre bien. Mais sinon, tous les points étaient expliqués, j'ai pas eu de difficultés. Voilà. Et donc, je vous reprends ma couronne hivernale ici. Alors je sais plus ce que j'avais commencé, pas commencé la dernière fois, je pense que j'avais pas fait grand chose, j'avais dû faire le point de plume ici. Donc là j'ai tout fait, sauf les pommes de pin et les petites feuilles de houx. Normalement les feuilles de houx c'était la première étape. Alors, je redis, ça c'est le défi broderie numéro 6 de Julie Jolisonge, qui est terminé. Et sur lequel j'ai pris beaucoup de retard parce que j'ai tergiversé tout le temps sans arrêt là pour les couleurs. Du coup, j'ai fini par faire donc les tiges là, les branches de sapin en bleu canard. Là, c'est du violet très foncé, c'est de l'aubergine. Là, c'est du gris clair. J'ai fait mes petits points de nœud avec du fil métallisé rose. Alors pour le point de nœud, ça me gêne moins que pour le point de chaînette tout à l'heure, là, au fil métallisé un peu noir. Parce que c'est plus ponctuel en fait. Donc il n'y a pas forcément à tirer énormément le fil et tout. Voilà. Là, les petites étoiles, c'est le fameux métallisé que j'ai utilisé sur l'autre. Et d'ailleurs, il m'en reste quelques-unes à faire que je n'avais pas terminé. J'ai fait le ruban en rose, parce que ça manquait de rose, au point de chaînette. Les petites branches de gui en bleu, avec le petit point de nœud en gris clair. Ouais. Et donc il y a ça aussi, ça en gris clair. Et il reste, donc les feuilles de houx, je les ai pas faites alors que c'était le tout début. Parce que je sais pas quel point utiliser, parce que normalement c'est du point arrière, mais moi j'aime pas trop le rendu du point arrière. Donc je vais voir si je les fais pleines ou pas pleines, je sais pas encore. Et les pommes de pin, c'était la dernière étape et j'en étais pas encore là. Voilà, voilà, donc ça va quand même bientôt être terminé aussi et je vais pouvoir reprendre la broderie de By Joviana. Voilà pour la partie broderie. Alors on va passer à la couture. Alors, en couture, j'ai refait encore un sweat octobre du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Atelier Charlotte Ozou. Ça doit être mon 4e ou mon 5e, je compte même plus tellement je l'ai fait celui-là. Et je l'ai fait dans ce très très beau tissu. Donc c'est de la marque Heilbestoffe. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'est pour moi une marque allemande. Après, j'ai pas la certitude de ce que j'avance. Et donc c'est un French Terry bleu marine avec des grosses fleurs roses, un peu de caramel et des abeilles. Et donc ce tissu, ça a été un gros coup de cœur. C'était au salon L'Heure de la Laine, donc il y a un an, 2019, un peu plus d'un an même, à l'automne 2019. C'était sur le stand de Aurélie, donc, qui a la mercerie Un Instant Chez Moi. Si vous suivez les podcasts de Mélise la boutiqueuse, et je suis sûre que c'est le cas, vous devez déjà en avoir entendu parler. Donc elle tient une mercerie en Ariège.
Et du coup, elle était là plutôt pour la laine, hein, parce que le salon, c'est l'heure de la laine. Et en fait, elle avait 2-3 coupons là qui traînaient dans un coin, dont celui-là. Et en plus, c'était la fin du rouleau. Et franchement, mais j'ai craqué quoi. Impossible de repartir sans ça. Donc, il est comme ça, mon petit sweat. En fait, là, j'ai fait un marathon couture sur 2 semaines, je pense. Enfin, un gros marathon couture à un moment, puis un deuxième gros marathon couture à un autre moment. Et en fait, j'ai ressorti des tissus qui avaient un peu, pas une histoire, enfin, un peu exagéré de dire ça, mais qui étaient un peu précieux pour moi, notamment parce que en début, là, fin novembre, début décembre, il devait y avoir le CSF, là, le Salon Création et Savoir-Faire à Paris, qui a lieu tous les ans. Et là, qui n'est pas ce salon-là, l'heure de la laine qui avait déjà été annulée avant, le confinement, tout ça, enfin, je sais pas, il y avait un petit truc qui faisait que j'avais besoin de réconfort. Et donc j'ai ressorti certains coupons de tissus que j'avais achetés sur des salons, enfin qui avaient comme ça une histoire un peu particulière. Et je me suis dit voilà, je vais les coudre maintenant parce que c'est maintenant que ça va me faire du bien de les coudre en fait. Et donc celui-là, c'est ça, c'était sur un salon. En plus une super belle rencontre avec Aurélie que je connaissais pas. Trop sympa, on avait bien rigolé ce jour-là. Et les autres que je vais vous montrer après, c'est pareil, ça a tous un lien avec un salon en fait. Voilà. Donc, ce pull dont je vous ai déjà parlé beaucoup, donc je ne vais pas redire, il tombe très très bien, c'est pour ça que je le fais autant de fois, il n'y a rien à modifier, tout va bien. La dernière fois, je vous avais dit qu'en fait, au niveau de la bande d'encolure, elle baillait un peu, je la trouvais un peu trop longue. Pour celui-ci, en fait, j'aurais voulu avoir un bord-côte assorti. Il existe un bord-côte dans cette marque ALB Stoffel, avec des rayures roses et lurex cuivré, donc qui rappelle un peu le côté caramel, et blanc. Et je l'ai cherché partout, sur tous les sites, il était indisponible partout, ça m'a énervé, j'ai attendu plusieurs semaines, à chaque fois j'allais voir, impossible de trouver. Mon bord-côte marine que j'ai chez moi, il n'est pas de ce marine là en fait, il est plus foncé, donc je trouvais que ça n'allait pas. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais couper directement dans mon tissu. Et il se trouve qu'en coupant dans le tissu, la bande d'encolure, elle est pile comme il faut. Et en même temps, en revérifiant sur le patron, qu'est-ce que je vois? Alors là, c'est une photo, donc ça ne se voit pas énormément. Mais en fait, la bande de tissu, elle n'est pas coupée dans du bord-côte, elle est coupée dans le tissu principal. Donc finalement, voilà, c'était moi. Le problème venait de moi, c'est que j'avais coupé dans du bord-côte sans refaire un calcul de longueur, en fait, d'élasticité et de longueur. Donc là, ça tombe nickel. J'ai essayé de placer les fleurs volontairement pas en face. Alors moi, je ne fais pas de raccord sur les côtés quand ce sont des gros motifs comme ça. Vous voyez que là, sur le côté, on voit bien la couture, c'est pas raccordé. Je ne fais pas attention au raccord quand c'est de gros motifs parce que sinon ça me ferait perdre vraiment beaucoup trop de tissu. Après en principe j'essaye de faire mon devant et mon dos, de les couper sur la largeur entière et du coup de les aligner à peu près. Mais pas, je me dis pas si la fleur elle se coupe là, il faut reprendre pile là, non. J'essaie juste que ce soit à peu près sur la même ligne. Et en revanche là où j'ai fait plus attention, donc c'est quand j'ai coupé mes bandes, j'ai essayé d'avoir justement un peu plus de rose ici parce qu'on en avait plein ici, que je voulais pas que ça fasse côte à côte. Sur mes poignets, j'ai voulu prendre les grosses fleurs bien visibles, là et là. Et en bas, voilà, je voulais pareil, une bande, une grosse fleur décalée de cette grosse fleur là qui est en plein milieu. Donc voilà pour ce sweat octobre, je vais le mettre et vous montrer. Donc voilà pour mon sweat octobre. Vous voyez que la bande d'encolure là, elle ne baille pas du tout. Mes petits poignets avec la grosse fleur, ils tombent comme ça. Donc voilà, j'ai de l'aisance pour bouger. Au niveau longueur, il est très bien. Bref, il me convient parfaitement et je pense qu'il y en aura encore d'autres. Ensuite, j'ai pris
2 coupons de tissu. Pareil, qui... Ouh là là, alors ça c'est très très rouge, alors qu'en vrai c'est plus bordeaux, voire même qui tire un peu vers le framboise. C'est pas aussi rouge que ça. 2 coupons de tissu. Alors celui-ci, c'est un jersey de Munasso, je sais plus comment on dit, so, ça, que j'ai acheté au CSF en 2019. Donc pareil, hein, vous voyez le rapport, salon, il n'y a pas de CSF cette année, et si on cousait enfin ce qu'on a acheté au CSF l'année dernière, ce serait une bonne idée. Donc un jersey, je pense pas qu'il n'y ait que du coton dedans parce qu'il est quand même très spécialement doux et un peu fluide, mais pour autant je suis pas sûre que ce soit viscose. Les jerseys de viscose que j'ai eu jusque là étaient plus moumou. Celui-là il se tient bien mais il est plus doux qu'un jersey de coton classique en fait. Et donc celui-ci il vient de la mercerie La Rochelle, donc Pauline, la boutique de Pauline à La Rochelle. Et donc ça date de l'été 2019, gros coup de cœur sur ce tissu avec du glitter doré là sur les petites... trop beau quoi. Et donc j'ai refait mon petit hack en prenant donc le corps du t-shirt Wanted de Vanessa Pouzet et l'encolure du t-shirt Plantin qui est bien dégagé, bien creusé comme j'aime, avec des manches 3/4. Voilà, et ça j'ai fait exactement la même chose. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà fait dans un jersey léopard. Donc je ne vais pas forcément en reparler, hein. De toute façon il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pris le patron du corps, j'ai posé l'encolure du plantain, j'ai redessiné, j'ai découpé et c'est tout. La seule chose c'est que j'ai commencé par couper celui-là. J'ai été un petit peu vite et j'ai oublié que en fait sur ce patron là j'aime bien rallonger le corps de 3 cm, sinon c'est un peu limite, quand on bouge ça a tendance à remonter, et sur celui-là je l'ai bien rallongé de 3 cm. Donc je vais vous enfiler vous enfiler, non, je vais enfiler sur moi les 2 t-shirts et je vous mets tout ça à la suite. Voilà, donc là vous voyez que... Ah donc ça je vous l'avais déjà dit la première fois que j'avais fait ce hack, le t-shirt Wanted c'est un t-shirt qui est moulant, hein, qui est ajusté. Et là juste, je l'ai... Normalement donc la pièce de patron elle fait vraiment comme ça. Et moi j'ai un petit peu moins cintré sur les côtés pour être un peu plus à l'aise. Là je suis pas mal, alors il plisse un petit peu ici mais bon, on peut pas dire que ça me dérange beaucoup. Donc ce sont des manches 3/4 avec la finition à l'aiguille double, donc l'encolure bien dégagée comme j'aime. Et puis donc au niveau de la longueur il est quand même, enfin ça va, hein, il arrive juste là sous la ceinture du jean, mais c'est sûr que dès que je vais bouger, bah voilà, ça va remonter comme ça. Donc je pense qu'il serait plutôt à rentrer dans une jupe. Mais j'adore ce tissu, franchement, j'adore. Voilà, donc le noir là avec les espèces de feux d'artifice argentés, donc super joli. Vous voyez l'encolure, manche 3/4, la longueur est bonne, donc un peu plus long que le précédent. Et voilà, et je l'aime aussi beaucoup. Alors là on voit, je sais pas, on voit un peu plus. Pourtant j'ai fait, il me semble... Ah mais j'ai pas modifié le patron en fait, j'ai modifié directement en coupant le tissu. Donc il se peut que ce soit assez approximatif et donc un peu différent. Parce que celui-là je le trouve un peu plus cintré, un peu plus ajusté que celui d'avant. Voilà ce que ça donne. En tout cas le jersey est hyper agréable, celui-là est super doux, hein. Franchement très agréable à porter. Voilà. Et enfin, j'ai fait... Alors, je vais faire tout bouger. Non, ça va. Ça va. Un patron que j'ai acheté au CSF 2018. Oh là là, que j'avais toujours pas fait, non mais franchement. CSF 2018, bah, je crois que c'était la première fois que j'y allais. Ou la deuxième... Non, deuxième fois, je pense. Non, première fois, je crois. Je sais plus, oh là là, bref, on s'en fiche en même temps.
Au CSF 2018, j'avais gagné mes places grâce au concours organisé par les beaux gosses, les patrons les beaux gosses. Et j'arrive au salon et ils faisaient partie des premiers stands. En fait, il y avait justement tous les stands des participants de Coups Humains. En fait, je sais plus, il y avait Mélanie, je crois. Enfin, bref, je me souviens pas exactement, mais voilà. Et donc j'arrive sur le stand et forcément donc je les ai remerciés pour le concours et la place gagnée. Et j'avais très envie de leur prendre un patron parce que des patrons pour hommes ou garçons, il n'y en a pas des masses. Et en l'occurrence, bon moi mon mari, je pense que ça ne le branche pas tellement. Mais mes enfants, ils me réclament un petit peu. Donc j'ai pris le Sweat le décontracté junior qui existe donc en version avec poche, avec capuche ou tout simple, sans poche, sans capuche. Col rond, tout simple. Voilà. Ça fait 2 ans que je l'ai. J'avais 2 tissus depuis un certain temps aussi. Donc ça, ce sont des tissus qui viennent de chez Glitzer Puppy. Donc des skaters sur fond gris ou sur fond bleu. Le patron était déjà décalqué, hein, donc c'est pour dire. J'avais même décalqué, mais j'avais toujours pas cousu. J'avais fait la partie la plus fastidieuse, on va dire. Et du coup, moi, j'ai fait une version toute simple. Mais dans leur version toute simple, là, celle-ci, je crois que c'est la version A, pour eux, ils mettent un ourlet en bas et un ourlet aux manches. Et moi, je préfère le look vraiment sportswear. Et donc, bande de bord-côte en bas et au poignet. Donc, pour faire ça, en fait, j'ai coupé au niveau de la ligne de surpiqûre. Donc, il y a une ligne de surpiqûre qui est indiquée sur le patron. Et enfin, j'ai pas coupé le patron, j'ai replié parce que si je veux le faire dans l'autre version, j'aime autant ne pas avoir à redécalquer. Donc j'ai plié et j'ai coupé le tissu à cet endroit-là. Et j'ai mis une bande, alors je sais plus, elle doit faire 4 cm ou 3 cm de hauteur, 4 je dirais. 4, oui ça doit être ça parce que du coup j'ai coupé dans le bord-côte 10 cm. Et comme c'est replié en deux, ça fait plus que 5 et la marge de couture 1 cm. Donc elle doit faire 4. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Donc le bord-côte vient aussi de chez Glitzer Puppy. Le French Terry vient de chez Glitzer Puppy. Mon fils. Donc ça c'est celui que j'ai fait pour Hugo. Donc mon fils qui a 10 ans. J'ai fait la taille. Je crois que j'ai fait la taille. Désolée pour le bruit. 140. Est-ce que c'est ça? Oui. Taille 10, stature 140. C'est ça. Sans aucune modification. J'avais un peu peur que ce soit, parce que moi mes enfants c'est les crevettes, hein. J'avais un peu peur que ce soit large, mais en fait ça va. En revanche, au niveau de la bande d'encolure, elle est un petit peu, elle était un petit peu étroite et du coup ça plisse légèrement, mais bon franchement ça va. En même temps, je suis en train de regarder ma pièce et il y a plusieurs lignes en fonction de l'élasticité de son tissu. Du coup, j'ai peut-être pas pris la bonne ligne. C'est possible. Je sais plus. Alors, je ne peux pas vous parler de la gamme de montage puisqu'en fait, je n'ai pas du tout lu les explications du livret. Je me suis servi du patron pour découper et comme... enfin, si j'avais fait la capuche, par exemple, j'aurais pris dedans. Mais là, j'ai quand même fait le truc le plus basique du monde, quoi. J'ai assemblé par les épaules, après j'ai rajouté les manches, après j'ai cousu tout le long de la manche jusqu'en bas, et après j'ai rajouté mes bandes comme ça quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus simple que ça. Donc je ne peux pas vous dire si les explications sont bien, pas bien, je n'ai aucune idée. Ce qui est sûr, c'est qu'il tombe bien au niveau de la taille, il est parfait. Et je pense que pour ça, le mieux, c'est de laisser le principal intéressé vous en parler. Donc je vais vous mettre tout de suite un petit entretien avec mon fils qui va se prêter à l'exercice. Il a un peu peur, je crois, mais ça va aller. Et j'ai cousu une autre version pour mon autre fils qui a 9 ans. Alors j'ai pris la même taille, sauf que j'ai pas rajouté les marges de couture, je crois. Oui, parce que les marges de couture ne sont pas incluses. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que c'est écrit là? C'est pas écrit, alors je sais plus où est-ce que c'est écrit.
suis désolée, je cherche. Ce patron est marge non comprise. Voilà. Donc pour la version de mon 9 ans, je n'ai pas rajouté les marges, ou alors j'ai dû... Enfin bref, j'ai bidouillé comme d'hab, mais j'avais pas envie de décalquer une autre taille. De toute façon, l'autre taille c'est 8 ans, ça aurait été trop petit. Et ça tombe très bien, et donc il n'est pas terminé parce qu'il me manque le bord-côte. Parce que le bord-côte que j'avais c'est du marine, et que mon fils est un petit peu exigeant. Il a bien compris que si on coud des choses soi-même, bah, le but c'est d'avoir ce qui nous plaît vraiment. Et donc lui il veut un bord-côte contrastant, donc il voudrait du bleu clair et pas du marine. Voilà. Donc j'ai fait une commande. Le problème c'est que ça m'étonnerait que enfin j'ai commandé sur internet, donc ça m'étonnerait que j'arrive à avoir le même bleu. Après il y a 3 bleus différents, donc peut-être, enfin bref. Et puis en même temps c'est pas très grave, tout ce qu'il veut c'est que ce soit bleu clair et pas bleu marine. Voilà, donc celui-là je le terminerai, je vous en reparlerai pas quand il sera fini parce que j'aurai rien de plus à dire. Voilà, donc je vous laisse avec mon fils qui va vous parler de son pull. Et après ça, donc c'est fini pour la partie couture et je vous mets un petit bonus pâtisserie, une petite recette de crumble pomme amande. Voilà. Alors me voilà avec Hugo, donc le principal intéressé qui a son beau pull et qui va nous dire ce qu'il en pense. Alors Hugo, est-ce que tu l'aimes ton pull? Oui, je l'aime bien. Tu l'aimes bien? Tu le portes souvent? Oui, très souvent. Très souvent? Tu l'as porté combien de fois depuis que je te l'ai cousu à peu près? Tu sais? À peu près 7 fois. 7 fois? Oui. Et ça fait quoi? 10 jours que je te l'ai cousu? 2 semaines? Oui. 2 semaines? Est-ce que tu le portes à l'école? Oui. Oui? Et les copains, ils disent rien? Non. Non, ils ont même pas remarqué que c'était pas un vêtement acheté. Non. Bon, bah c'est super ça. Est-ce que tu peux bien bouger dedans? Oui. Ouais, t'es bien, tu lèves les bras, tu peux faire du sport et tout? Oui, je suis très à l'aise dedans. Très à l'aise. Et tu le trouves comment le tissu? Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. T'aimes bien les dessins? Oui. Oui. Et il te tient chaud? Oui, mais pas trop. Oui, mais pas trop. Bah, donc c'est bien alors. Tu transpires pas dedans? Non. Non. Il est doux? Sur Oui, ta très peau, doux. il est agréable, oui? Oui. D'accord. T'as quelque chose d'autre à nous dire sur ce pull? Oui. Oui? Quoi? J'en voudrais un autre. Un autre? Oui. Ah bah Un d'accord. pour toutes les semaines. Toutes les semaines? Oui. Un pour tous les jours de la semaine. Et moi aussi. Ah, toi aussi? Bon, bah, comme vous le voyez, j'ai du boulot. Bonjour, alors aujourd'hui je vous donne ma recette de crumble aux pommes pour 4 personnes. Après, si vous avez un plat plus grand que le mien, vous pouvez doubler les quantités sans problème. Alors avant toute chose, vous devez préchauffer votre four à 180 degrés et il va chauffer tranquillement pendant qu'on va préparer le crumble. Donc on commence par éplucher et couper en dés 2 grosses pommes et on va les disposer dans un plat beurré. Donc des dés pas trop petits parce que quand on mange un crumble, bah, on aime bien quand même sentir les fruits. Ensuite, on va s'occuper de la pâte à crumble. Donc on met dans un saladier 100 g de farine et 50 g de cassonade. Et on va ajouter 50 g de beurre ramolli qu'on a coupé en morceaux. Et là, on va pouvoir mélanger. Donc aujourd'hui, je vous montre à la main, mais on peut très bien le faire au robot, ça pose aucun problème. Donc on mélange jusqu'à obtenir une pâte qui reste un petit peu friable. Donc après, on reprend ces pommes et on va les saupoudrer d'un sachet de sucre vanillé et une cuillerée de mélange 4 épices. Alors on peut mettre que de la cannelle selon ses goûts. Là, moi, je mets un mélange de 4 épices que j'avais fait moi-même et que je garde dans un petit pot comme ça qui me sert bien. Donc on mélange et ensuite on va émietter la pâte à crumble par-dessus avec quand même des morceaux... Enfin, si vous aimez sentir la pâte, il faut qu'il y ait des morceaux un petit peu conséquents. Et alors ma petite touche perso pour ce crumble, c'est d'ajouter une bonne poignée d'amandes effilées et comme ça va être encore plus croustillant une fois que ce sera cuit. Donc ensuite, on va mettre au four son crumble, on va le laisser donc à 180 degrés pendant 20-25 minutes. Ne pas hésiter à prolonger la cuisson si le crumble n'est pas assez doré parce que le but c'est quand même que ce soit bien croustillant. Voilà, c'est vraiment une recette toute simple, facile à faire avec les enfants mais pour un résultat super gourmand.
Donc je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle recette. Alors c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie d'être resté jusque-là. Vous me direz si la petite recette ça vous branche ou si vous voulez que je refasse ou si c'est pas la peine. Si vous regardez pas, ça sert à rien que je m'embête. Et je vous remercie pour tous vos commentaires, vos pouces vers le haut. Je vous remercie d'être là. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et je tournerai un nouvel épisode seulement en janvier 2021. Allez, à l'année prochaine. Salut!